Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus différente, plus calme, plus posée et moins gros dossier sur une célébrité. Et aujourd'hui, on va parler d'un sentiment qu'on a tous déjà connu. Vous savez, ce moment où vous êtes à fond dans une série, vous finissez la saison, vous êtes attaché au personnage, vous voulez connaître la suite, et là, vous apprenez que la série, elle est tout simplement annulée. Pas de fin, pas de conclusion, juste le silence. C'est frustrant, c'est vrai, mais ça n'empêche pas de re-regarder encore et encore ces merveilleuses séries qu'on adore. Alors j'ai fouillé un petit peu dans mes souvenirs et j'ai sélectionné 5 séries que j'adorais, mais qui malheureusement n'ont jamais eu la suite qu'elles méritaient. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on commence tout de suite. Alors petit message d'alerte avant de commencer. Je vais sans doute spoiler les séries dont je vais parler. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoil et qu'il y a des séries que vous aimeriez regarder, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant. Alors la première série dont je voulais absolument vous parler, c'est The Secret Circle. C'est l'adaptation des livres de L.J. Smith que vous devez déjà connaître grâce à Vampire Diaries. On est en 2011 et à cette époque, tout ce qui était surnaturel, ça cartonnait. Et franchement, le potentiel pour The Secret Circle était énorme. D'ailleurs, j'avais les livres, j'étais en train de chercher dans ma bibliothèque, mais ils sont pas là, ce qui veut dire qu'ils sont encore dans un carton et que je ne les ai pas encore retrouvés après mon déménagement. L'histoire, elle commence avec Cassie qui perd sa mère dans un incendie assez suspect. Elle part s'installer chez sa grand-mère dans une petite ville qui s'appelle Chance Harbor. Et là, l'ambiance de la ville, c'est tout ce que j'aime. C'est gris, c'est brumeux, on sent que chaque habitant y cache un secret lourd. Et très vite, Cassie, elle se retrouve au sein d'un groupe de 5 lycéens qui lui balancent la nouvelle. Salut, on est des sorciers, t'en es une aussi, et on a besoin de toi pour lier nos pouvoirs. Et ce que je trouvais fascinant dans cette série, c'était la dynamique du cercle. On n'est pas du tout dans une botte de potes à la Friends. Là, ce sont des jeunes qui sont forcés d'être liés par le destin. On avait Diana, qui était la gentille fille qui essayait de tout cadrer, Faye, qui est l'électron libre, un peu rebelle et qui adore utiliser la magie pour son propre plaisir. Clairement, c'était ma préférée. Et on a aussi Adam, Melissa, Nick et bien évidemment, Jake. Ah, Jake. Jake. Sachez que j'ai toujours été pour le couple Jake et Cassie. Je n'ai jamais aimé le couple Adam et Cassie. Jamais, et je ne les aimerai jamais. Bon, on retourne sur la série. Je disais donc que le concept de lier le cercle, il était génial. Parce qu'individuellement, leurs pouvoirs, ils étaient faibles ou instables, mais une fois liés ensemble, ils avaient une force incroyable. Mais ça signifiait aussi qu'ils avaient plus de secrets les uns pour les autres. Et je trouve que ça créait des tensions psychologiques super intéressantes. Parce qu'on se demandait vraiment, est-ce qu'ils sont amis par choix ou par obligation? Et pourquoi, selon moi, c'était plus qu'une simple série pour ados? Parce qu'au-delà du lycée, on avait toute cette intrigue autour des parents. Et c'est ça qui, pour moi, donnait de la profondeur à la série. On comprenait que la génération précédente, elle avait aussi formé un cercle, mais que ça s'était terminé en tragédie. En fait, les adultes de la ville créaient un petit peu une ambiance thriller dans la série. Parce qu'on a vu, ils essayaient de manipuler les ados pour récupérer leur propre pouvoir. On parlait de magie noire, de démons, de sacrifices... Et c'était bien plus sombre que ce que l'affiche elle laissait présager. Mais la série, elle a été annulée après une saison qui avait quand même 22 épisodes, sauf que le final, il faut en parler. Attention, spoiler, passez après si vous voulez pas savoir. Sur la fin de la série, on découvre donc que Cassie et Diana, elles sont liées, elles sont en réalité demi-sœurs. Et surtout, on a l'impression que Cassie, c'est plus une sorcière qui essaye de faire le bien. Moi, je pense que dans la saison 2, elle aurait pu devenir une menace potentielle. Vraiment, je pense que ça aurait exploré ce côté sombre, comment elle allait gérer cette soif de pouvoir et est-ce qu'elle allait se retourner contre son propre cercle. La CW, elle a annulé la série à cause des coûts de production qui étaient beaucoup trop élevés, malgré une fanbase qui était ultra solide. Et aujourd'hui encore, quand je repense à Chance Harbor, j'ai ce sentiment d'inachevé. On n'aura jamais les réponses sur le destin des parents. Franchement, c'est une série qui méritait au moins 2, 3, 4 saisons pour aller vraiment jusqu'au bout, à mon avis. On continue avec une série qui m'a fait faire des nuits blanches à l'époque, True Calling. Si vous étiez devant la trilogie du samedi sur M6, vous vous en souvenez forcément. Je trouve que le concept il était super original. True Davis, jouée par Elisa Dushku, est une étudiante médecine qui finit par travailler de nuit dans une morgue. Jusque là tout va bien. Sauf que de temps en temps, un cadavre se réveille, la regarde droit dans les yeux et lui dit « Aide-moi !» À ce moment-là, la journée de True, elle recommence depuis le début et elle a 24 heures pour empêcher le décès de cette personne. C'est une course contre la montre permanente, hyper stressante, mais trop prenante. On va faire un point crush parce qu'on est quand même un petit peu là pour ça aussi. C'est dans cette série que j'ai découvert celui qui est devenu et qui est resté mon crush ultime de tous les temps, Matt Bomer. Il jouait Luke, le petit ami de True, et à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, j'avoue que j'oubliais un petit peu l'intrigue. Il avait ce côté hyper solaire, un peu le petit ami parfait, mais qui se retrouvait malgré lui coincé dans les secrets de True. Parce que c'était ça le problème de True. Comment t'expliques à ton mec que tu dois tout plaquer au milieu d'un dîner pour aller sauver un mort? Forcément, ça crée des tensions dans le couple, hein. Et sans trop en dire, mais le destin de Luke dans la série, je pense que c'est un des moments les plus déchirants. Mais en même temps, c'était soit Luke, soit Harrison, le frère de True. Et la série, elle a pris une dimension incroyable avec l'arrivée de Jack Harper. Jack, il est joué par Jason Priestley, et Jack, c'est l'opposé de True.
Lui aussi il revit les journées, mais son but à lui, c'est que les morts, ils restent morts. Parce que pour lui, si le destin disait que tu devais mourir, personne ne doit intervenir. Et du coup, ça devenait un petit peu une partie d'échecs géante entre les deux. On n'était plus dans le sauvetage du jour, on était dans un débat philosophique, faut-il changer le destin? Mais là où la série devient vraiment sombre et absolument géniale, c'est quand on commence à gratter le passé de la famille de Chu. Pendant de nombreux épisodes, on nous présente le décès de sa mère comme un véritable traumatisme de son enfance. Sauf que, accrochez-vous, on finit par découvrir que le père de Chu est en réalité le grand méchant de l'histoire. Non seulement il est au courant pour le pouvoir de sa fille, mais il possède le même don que Jack. Il est du côté de ceux qui pensent que le destin ne doit pas être modifié. Et la révélation qui fait froid dans le dos, c'est que c'est lui-même qui a orchestré la mort de la mère de Chu. Et pourquoi il a tout fait pour qu'elle meure? Tout simplement parce qu'elle avait le même pouvoir que sa fille, elle sauvait des vies, et pour lui, elle brisait l'équilibre du monde. Il a littéralement sacrifié sa femme pour protéger le destin. Imaginez le choc. La personne qui est censée te protéger est en fait ton pire ennemi et celui qui a tué ta mère. Et je trouve que c'est là que l'arrivée de Jack, elle a pris tout son sens. Parce que Jack, c'est pas juste un rival au hasard. C'est le protégé du père de Chu. On se retrouvait avec une dynamique familiale complètement éclatée. D'un côté, on a la fille qui veut sauver des gens, et de l'autre, un père qui entraîne un tueur de destin pour contrer sa propre fille. La série a été annulée alors que la saison 2 venait de commencer. On a eu que 6 épisodes pour cette deuxième saison. Et je pense que si Fox a arrêté, c'était certainement dû à un manque d'audience. Mais je trouve ça franchement décevant parce que la saison 2, elle commençait vraiment à monter en puissance. Elle devenait plus mature et je trouve qu'on nous a volé cette conclusion de guerre entre Jack et Chu. Alors là, on s'attaque à un monument. Et je vais sans doute me faire des ennemis, mais il faut que je sois honnête avec vous. À l'époque, il y avait deux teams. La team Malcolm et la team Ma Famille d'abord. Eh bien moi, j'ai toujours été 100% dans la team Michael Kyle. J'ai jamais accroché à Malcolm et pourtant j'ai essayé, vraiment, j'ai forcé, j'ai insisté, mais non, j'ai pas accroché, j'ai lâché l'affaire. Alors qu'avec les Kyle, je me sentais un peu comme à la maison. C'était mon rendez-vous doudou après les cours. Et pourquoi cette série, elle était au-dessus pour moi? Je pense que tout reposait sur le génie comique de Damon Wayans. Michael Kyle, c'est le père qu'on aurait tous voulu avoir, mais qui nous aurait aussi tous traumatisés avec ses leçons de morale complètement tordues. On se souvient tous de ces non! ou de ses plans machiavéliques pour donner des leçons à ses enfants. Et parlons de l'évolution des personnages parce que c'est ce qui a rendu la série vivante. Au début, on a des enfants presque normaux, et plus les saisons avancent, plus ils deviennent des caricatures géniales. Junior qui devient de plus en plus spécial, on va dire. La taille de son crâne était devenue un running gag à elle toute seule. Et Claire qui change carrément de visage. Bon, ça c'est une petite anecdote si vous ne le saviez pas, mais l'actrice de la saison 1, Jace Raycole, a été remplacée par Jennifer Freeman dès la saison 2. Et ils ont même fait une blague par rapport à ça dans le premier épisode de la reprise en disant « Claire, tu as changé, on dirait une autre personne. » Claire? Oui? T'as quelque chose de changé? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tiré mes cheveux en arrière, tu parles d'une révolution. Écoute, je ne saurais pas dire pourquoi, mais on dirait une autre personne. Et franchement, c'est ce genre d'humour que j'adorais. Bon, et ce qui faisait que je m'ennuyais jamais aussi, c'était l'alchimie entre Michael et Janet. Souvent dans les sitcoms, les parents ils sont un petit peu ennuyeux, mais là ils étaient en compétition permanente. Ils se défiaient pour tout. Qui est le plus sexy? Qui cuisine le mieux? Qui est le meilleur parent? C'était moderne, c'était drôle, et je trouve que c'était super attachant. Mais pourquoi est-ce que je la mets aujourd'hui dans cette vidéo des séries annulées? Parce que pour moi, l'annulation de cette série est l'une des plus absurdes de la télé. On arrive à la fin de la saison 5, Michael lui décide de faire une vasectomie pour ne plus avoir d'enfants et se consacrer à ceux qu'il a déjà et à son petit-fils, parce que oui, Junior a un bébé dans la série. Et là, dans la scène finale, elle regarde Michael et elle lui annonce qu'elle est enceinte. Écran noir, fin de saison. Ça n'a plus aucune importance, Michael. Pourquoi? Parce que je suis enceinte. Et à l'époque, l'équipe de la série pensait vraiment qu'il y aurait une saison 6. Ils ont écrit cette histoire de grossesse justement pour relancer la série. Sauf que la chaîne ABC a tout annulé après la diffusion de cet épisode. Résultat, on n'a jamais vu la réaction de Michael sur le long terme, on n'aura jamais vu Janet gérer cette grossesse tardive, et surtout, on n'aura jamais vu ce nouveau bébé Kyle. Et c'est hyper frustrant parce que je trouve que c'est une série qui méritait une belle fin, un dernier grand moment de famille, et pas seulement un test de grossesse qui reste en suspens depuis 2005. Et je peux pas parler de cette série sans mentionner le retour de Malcolm. On va pas se mentir, la team Malcolm elle a gagné. La suite est là, tout le monde est aux anges et c'est génial pour eux, mais du coup ça rend mon cœur de fan de la famille d'abord encore plus lourd. On voit que c'est possible, que des séries cultes peuvent revenir, que les chaînes peuvent écouter les fans, alors pourquoi pas nous? Pourquoi on nous laisse avec ce test positif de grossesse depuis 2005 alors que les voisins, eux, ils ont leurs nouveaux épisodes? Moi je dis que c'est vraiment le moment de lancer une pétition, parce que si Malcolm a pu le faire, alors les Kyle méritent eux aussi leur moment de gloire en 2026. Ou 2027, le temps de tourner la série. On passe donc à la 4e série de cette vidéo.
Et on va parler de Devious Maids. Si vous avez aimé Desperate Housewives, c'est impossible d'être passé à côté de cette série. C'est la même recette, le même créateur Mark Cherry, et on y retrouve le mélange parfait de luxe, de secrets honteux et d'humour noir. L'histoire elle est simple mais efficace. On suit 4 domestiques d'origine latine qui travaillent pour les familles les plus riches et les plus détestables de Beverly Hills. Tout commence quand l'une de leurs amies, une autre domestique, est retrouvée morte chez ses patrons. Les 4 héroïnes, Marisol, Rosie, Carmen et Zoila, vont alors mener l'enquête. Alors pourquoi c'était mon plaisir coupable cette série ? Parce que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le contraste. D'un côté, vous avez les maisons incroyables, les tenues magnifiques, et de l'autre, vous avez la réalité du terrain, les patrons qui sont complètement déconnectés de la vraie vie. Mention spéciale à Geneviève de la Tour, jouée par Suzanne Lucci, qui est sans doute l'un des personnages les plus drôles de l'histoire de toutes les séries. Ses dialogues, c'était des pépites. Vraiment, mon personnage préféré de la série. Mais au-delà du côté superficiel, c'est surtout une série qui est centrée sur l'amitié. Ces 4 femmes, elles étaient prêtes à tout les unes pour les autres. Elles géraient des mariages, des divorces, des trahisons, des meurtres, tout en gardant une solidarité qui faisait chaud au cœur. Et on s'attachait vraiment à leurs rêves, comme avec Carmen qui rêvait de devenir une star de la musique. La série, elle a duré 4 saisons, et on va pas se mentir, il y a eu des moments un petit peu longuets quand même. Mais on arrive au final de la saison 4, tout semble enfin rentrer dans l'ordre. On se dit ok, elles vont avoir enfin un petit peu de repos. Et là, les scénaristes, ils nous font un bond dans le temps d'1 an pour arriver au mariage de l'une d'entre elles. On est à l'église, tout le monde attend. Et là, on se rend compte que Marisol, elle a disparu. Et j'ai pas regardé cette série depuis très longtemps, mais il me semble que la dernière scène, la caméra nous emmène devant l'entrée, on voit une fenêtre brisée, des traces de lutte, et il me semble qu'on voit aussi du sang. On comprend donc que Marisol, elle a été enlevée, et c'est la dernière image de la série. Et ce qui me rend folle avec cette annulation, c'est qu'encore une fois, l'équipe de production, elle pensait qu'ils auraient une saison 5. Ils ont fait ce cliffhanger exprès pour que la chaîne, elle ait pas d'autre choix que de renouveler la série. Sauf que Lifetime, ils ont dit non. Bon résultat, on saura jamais ce qui est arrivé à Marisol. Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle a été enlevée par un ancien petit ami? Ça restera un mystère éternel. On arrive à la dernière série de cette vidéo. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de mon plus gros coup de cœur de ces dernières années, mais aussi de ma plus grande frustration, Julie and the Phantoms. Alors, le pitch peut paraître un petit peu Disney Channel au premier abord, et ce qui est normal puisque la série elle est créée par Kenny Ortega, qui n'est autre que le génie qui a fait High School Musical. Mais l'histoire c'est ça. Julie, c'est une lycéenne qui a perdu sa passion pour la musique depuis le décès de sa mère. Et en rangeant le studio de celle-ci, elle libère les fantômes de 3 musiciens d'un groupe de 1995, Sunset Curve. Ils sont morts juste avant leur premier grand concert à cause de hot dog avariés. Oui, je sais, ça semble loufoque, mais en réalité, la série c'est bien plus que ça. Pourquoi selon moi cette série est un pur chef-d'œuvre? Et encore, je pèse mes mots. Déjà la musique. On n'est pas seulement sur des petites chansons mignonnes, on est sur une bande originale incroyable, que ce soit l'énergie de Age of Great ou la douceur de Perfect Harmony, chaque titre est une pépite. Et si vous n'avez pas pleuré devant Unsaid Emily, la chanson de Luke pour sa maman, alors je sais pas si vous avez un cœur. Mais la vraie force de la série, en fait, c'est l'alchimie entre les acteurs. Madison Reyes, qui joue Julie, était une débutante à l'époque et elle est époustouflante. Et les 3 fantômes, Luke, Alex et Reggie, c'est devenu un peu les meilleurs amis imaginaires de toute une génération de fans. On s'attache à eux instantanément, on rit avec eux et on pleure avec eux. Et surtout, on veut qu'ils réussissent leur traversée vers l'autre monde. Et le final de la saison 1, il est à la fois magnifique et terriblement frustrant. Pour la première fois, Julie, elle peut toucher les garçons. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Est-ce que c'est parce qu'ils ont accompli leur mission? Est-ce que c'est l'amour de Julie qui leur redonne une sorte de forme de vie? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils sont de nouveau vivants? Et puis il y a le grand méchant, Caleb Covington. À la toute dernière seconde, on voit qu'il a pris possession du corps de Nick. Et Nick, c'est le garçon pour qui Julie elle avait un petit faible au début. Et c'est vraiment le point de départ d'une saison 2 qui s'annonçait beaucoup plus sombre, où les fantômes ils auraient tout fait pour protéger Julie d'un ennemi. Et ce qui me rend folle dans tout ça, c'est la gestion de Netflix en ce qui concerne l'annulation. Ils ont laissé planer le doute pendant plus d'1 an. Pendant des mois, les fans ils se sont mobilisés comme jamais. Il y a eu des pétitions avec des centaines de milliers de signatures et des messages partout sur les réseaux sociaux. Et Kenny Ortega, il avait déjà des plans pour les saisons suivantes. Il voulait explorer le lien entre la mère de Julie et les garçons, parce que oui, on se doute bien qu'elle les connaissait, mais Netflix, ils ont décidé de dire stop. Et vous allez me dire, pourquoi Netflix ils ont annulé un tel succès? Parce que oui, la série, elle a réellement fonctionné. Et franchement, la raison, je la trouve totalement injuste. Apparemment, le problème, il venait de la cible. Netflix, ils avaient classé cette série dans la catégorie enfants 7-12 ans. Sauf qu'en réalité, ceux qui regardaient la série et qui en parlaient sur les réseaux sociaux, c'était la catégorie jeunes adultes, les 15-25 ans et même des adultes plus âgés, c'est-à-dire moi. Peu importe l'âge, on était tous fans de l'ambiance et des musiques de la série. Et pour Netflix, en fait, les chiffres, ils cochaient clairement pas les bonnes cases. Ils s'attendaient à ce que ce soit les petits qui regardent, sauf que c'est une fanbase beaucoup plus mature qui s'est emparée de la série.
Et au lieu de se dire génial, on a touché un public plus large, eux, ils ont considéré que la série, elle atteignait pas sa cible idéale, que ça coûtait trop cher à produire, donc on annule tout. Et c'est frustrant de se dire qu'une série a été annulée parce qu'elle est trop bien pour l'étiquette qu'on lui avait collée au départ. Franchement, c'est une série qui faisait du bien, qui parlait du deuil avec une telle justesse et qui nous a été enlevée beaucoup trop tôt. J'ai même lu que Disney avait essayé de racheter les droits, mais apparemment Netflix refuse de leur vendre. Et je maintiens que Julie et ses fantômes y méritaient de briller encore longtemps. Voilà, c'était mon petit tour d'horizon de 5 séries qui me manquent terriblement. J'avais aussi hésité à parler du reboot de Buffy qui a été annulé, parce que je suis une fan inconditionnelle de Buffy et que j'avais hâte de découvrir cette suite. Malheureusement, ça verra jamais le jour. Après, j'ai cru voir que le script était pas génial, donc ça explique un petit peu l'annulation. Mais j'avais tellement hâte de revoir Sarah Michelle Gellar en tant que Buffy. C'était un rêve d'enfant, vraiment. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire quelle série vous ne pardonnerez jamais l'annulation. Est-ce qu'il y en a dans ma liste qui vous ont fait le même effet que moi? Si vous avez aimé ce format un petit peu plus chill et nostalgique, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain à 17h pour un tout nouveau dossier. Mais avant ça, on se retrouve mercredi avec la dernière vidéo de l'univers de Blackpink. Cette fois, ce sera une vidéo dédiée à ma préférée, c'est-à-dire Jisoo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.